Ah, ça me fait trop marrer. De quoi? Deutsche Börse va peut-être fusionner avec le London Stock Exchange. J'ai pas compris la blague. Bah, tu te rappelles pas de l'épisode sur les traders haute fréquence? Si. Bah tu sais bien, leur truc c'est construire des lignes de communication ultra rapides, donc ultra chères, entre les différentes bourses. Du coup, si Londres fusionne avec Francfort et que les data centers aussi fusionnent au même endroit, eh ben j'en connais quelques-uns qui vont pas être contents. Ouais, on n'a pas le même humour, hein. En parlant de ça, t'avais pas fini de parler des traders haute fréquence, je sais toujours pas à quoi ils servent. Ah bah justement, c'est l'occasion, on se refait un petit épisode sur les traders haute fréquence. Première chose à dire, les entreprises qui emploient les traders haute fréquence sont des sociétés privées, du type hedge fund. Ce que je veux dire par là, c'est que non, mes sous, tes sous, les sous de l'épargne ne sont pas investis par des robots sans qu'on le sache. Mais du coup, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Bien, maintenant je voudrais parler des différentes stratégies utilisées par les traders haute fréquence. Il y en a un paquet, on peut pas tous se les faire, mais je les ai classés en 3 grosses catégories. Numéro 1, le market making. On en a déjà parlé dans cet épisode-là. Le market making, c'est le fait de proposer des prix d'achat et de vente aux différents investisseurs présents sur le marché. En général, ce sont les traders des banques d'investissement qui assument ce rôle. Ceci étant, sur les produits les plus simples, et notamment les actions, ça fait un bon moment que les humains ont été remplacés par des ordinateurs. Pourquoi? Mettons que tu sois intéressé par des actions Eureka. On peut toujours rêver. Si tu regardes la cotation en ligne, disons que tu vois un truc du genre 12 à 13. Ça veut dire qu'à cet instant, tu peux choisir soit d'acheter une action à 13 €, soit d'en vendre une à 12 €. Cet écart de 1 € qu'il y a entre les deux prix, ça s'appelle le spread. Et ce spread existe parce que les market makers prennent un risque. En achetant à 12 €, ils espèrent pouvoir revendre à 13. Mais comme le marché bouge tout le temps et qu'il y a plein de market makers qui sont en compétition les uns avec les autres, rien ne leur garantit qu'ils vont y arriver. Donc plus le spread est large, plus ils ont de la marge pour parvenir. Mais cette marge représente un coût pour les investisseurs. C'est là que les algos entrent en jeu. Ils sont 12 000 fois plus rapides qu'un clin d'œil. Ils sont connectés à toutes les plateformes boursières et ne manquent pas une seule information. Donc ils vont pouvoir être beaucoup plus efficaces que les humains. Qu'est-ce que tu entends par efficace? Une meilleure gestion du risque et la prise en charge d'une plus grande quantité de transactions. Comme les algos sont également en compétition les uns avec les autres et que les investisseurs choisissent toujours les meilleurs prix, c'est-à-dire le prix d'achat le plus bas et le prix de vente le plus haut, eh bien l'apparition des algos a marqué une phase de diminution des spreads, jusqu'à atteindre la limite d'efficacité de ces algos. Or, je te le rappelle, du point de vue des investisseurs, le spread c'est un coût. Plus il diminue, mieux c'est. Ah ouais, donc merci les traders haute fréquence. Complètement. Grâce à eux, on a un marché plus efficace, en tout cas moins coûteux pour les investisseurs. Et les robots sont des amis. Jusque-là, oui. Technique numéro 2, le latency arbitrage. Alors, si tu pouvais commencer par définir ce que ça veut dire arbitrage. Si je connais un mec qui veut bien me vendre une pomme pour 1 € et que je connais un autre mec qui veut bien m'acheter une pomme pour 2 €, j'ai ici une possibilité d'arbitrage. J'achète et je vends en même temps, sans risque et en gagnant de l'argent. Ok, donc latency arbitrage, ça veut dire... Un arbitrage rendu possible à cause d'une certaine latence dans la transmission de l'information. Ici, je veux prendre le temps de faire un schéma pour bien expliquer ce qui se passe. Tu vas voir, c'est assez croustillant. Et je suis pas sûr d'avoir les mêmes kiffs que toi, mais vas-y. Prenons une action Y. Comme on l'a vu dans l'épisode d'avant, cette action peut être disponible sur plusieurs plateformes boursières différentes. Dans mon exemple, on va dire que c'est Francfort et Londres. On a également des prix différents à l'achat et à la vente sur les deux plateformes. En théorie, ce que font les traders, c'est qu'ils recomposent la cotation en une seule colonne. Ah ouais, ok, là tout de suite c'est plus clair. Ici, le spread 109 moins 105 est de 4 €. Mettons qu'un investisseur numéro 1 décide de réduire le spread en envoyant un ordre d'achat à 107. On a maintenant un spread de 109 moins 107, 2 €. Mais mettons qu'au même moment, un investisseur numéro 2 décide lui aussi de réduire le spread en envoyant un ordre de vente à 106. Le spread devient négatif, 106 moins 107 égale moins 1. Attends voir, pourquoi est-ce que numéro 2 enverrait un ordre de vente à 106 s'il peut déjà vendre à 107 grâce à l'ordre de numéro 1? Parce que les prix sont envoyés quasiment au même moment et atterrissent sur deux plateformes différentes. Autrement dit, numéro 1 n'a pas encore vu le prix de numéro 2 et inversement. Au moment où nos deux cocos réaliseront qu'il y a un problème, ils annuleront leurs ordres. Mais pour que ça se produise, il faut que l'information voyage de Londres jusqu'à Francfort. Et c'est là que les traders haute fréquence ont l'avantage. Ils n'utilisent pas les réseaux de communication du commun des mortels, ils utilisent leur propre réseau privé, non encombré, à base de tours à micro-ondes ultra rapides. Ce qui leur permet de s'apercevoir de l'anomalie avant tout le monde. Et donc, ils peuvent effectivement acheter à 106 pour vendre immédiatement à 107, avant que numéro 1 et numéro 2 n'aient pu s'apercevoir de quoi que ce soit. Ouais, ça a l'air vachement cool ton truc, mais tu vas pas me dire que ça arrive si souvent que ça. Je veux dire,
Les prix doivent être envoyés au même moment et sur deux plateformes différentes? C'est une excellente remarque et clairement on manque d'informations à ce sujet. Ceci dit, une étude parue en février 2016 estime que sur l'année 2014, pour les actions cotées au sein de l'indice boursier américain S&P 500, les opportunités de latency arbitrage représentaient un gain potentiel de 3 milliards de dollars. Ah ouais, quand même. Clairement, le latency arbitrage fait perdre de l'argent aux investisseurs classiques. Ils ne peuvent tout simplement pas s'apercevoir qu'ils ont fait une erreur. Ouais, c'est du vol en fait. Disons que c'est l'exploitation des faiblesses d'un système. On peut aussi le voir comme un genre de taxe prélevée par les traders haute fréquence sur les autres investisseurs. Ceci étant, il faut bien comprendre que les algos font la course entre eux pour prélever cette taxe. La compétition entre les traders haute fréquence est complètement farouche. D'ailleurs, le prix des technologies pour rester dans la course est de plus en plus élevé. En revanche, les profits à retirer de ce type de stratégie, eux, n'augmentent pas nécessairement. Il faudrait clairement plus de données pour estimer l'impact global du latency arbitrage. Ce qui est sûr, c'est que c'est une stratégie parasitaire qui n'est utile que pour les traders haute fréquence eux-mêmes. Et les robots sont plus nos amis, du coup. Ça fait un partout. On passe à la dernière stratégie, front run et manipulation de marché. Oula, j'ai pas l'impression que ça va s'arranger. Les autres méthodes utilisées par les traders haute fréquence reposent presque toutes sur une prédiction de l'avenir sur une très courte période. Réagir aux nouvelles économiques avant tout le monde, par exemple. Ici, on se rapproche du scandale que Michael Lewis voulait dénoncer dans son livre Flash Boy, selon lequel les marchés seraient dorénavant truqués. Pour bien comprendre, il faut parler de front run. Les marchés réagissent à l'offre et à la demande. Se positionner comme acheteur d'une énorme quantité d'actions, par exemple, c'est faire augmenter la demande, donc faire augmenter les prix. S'il était possible de prévoir le moment où un ou plusieurs investisseurs s'apprêtaient à vendre ou à acheter, on pourrait anticiper les changements d'offre et de demande, donc anticiper les mouvements des marchés. Et c'est là le nœud du problème. Prévoir, c'est ce que tout le monde essaye de faire. En revanche, savoir, alors ça, c'est illégal et on parle alors de front run. À la grande époque des courtiers, les investisseurs donnaient leurs ordres aux brokers qui devaient se débrouiller avec. Soit trouver un market maker pour exécuter l'ordre, soit trouver un autre investisseur en face. Rien ne les empêchait de communiquer l'information sur cet ordre à leurs potes avant de l'exécuter, ce qui leur permettait alors de se positionner à l'avance, d'où le terme de front run, c'est-à-dire courir devant ou s'insérer devant les investisseurs. C'est pas comme un genre de délit d'initié? Tout à fait, le front run a été une pratique relativement répandue, mais depuis que les ordinateurs ont pris la main, faire du front run c'est devenu vachement difficile, voire même impossible. Alors j'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails, mais force est de constater que même si les traders haute fréquence utilisent leur super vitesse et leurs super algorithmes, et même certains types d'ordres boursiers créés sur mesure quasiment inconnus du grand public, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe avant que ça se passe. En revanche, ils sont capables de le prédire avec une probabilité qui peut faire peur. Donc pas de trucs illégaux. Disons qu'on est sur la ligne, et si la ligne est franchie, en tout cas, on n'arrive pas vraiment à le prouver. En revanche, certaines autres stratégies sont carrément dans le radar des régulateurs, et par exemple, le quad stuffing ou le spoofing. What? La première consiste à envoyer un maximum d'ordres, plusieurs dizaines de milliers, en l'espace de quelques millisecondes, puis de tout annuler l'instant d'après. L'idée c'est de saturer le réseau d'informations inutiles pour ralentir les concurrents. Pas hyper fair là. Je te le fais pas dire. La deuxième consiste à essayer de faire bouger le marché dans un sens qui te sera favorable. Par exemple, tu vas acheter une action mais tu trouves que le prix est trop élevé. Tu vas alors envoyer des ordres de vente avec des prix très élevés, donc qui ne seront probablement pas exécutés. En revanche, tu vas faire croire à tout le monde que l'offre est supérieure à la demande. Donc, il y a de bonnes chances pour que le marché réagisse à la baisse, ce qui te permettra d'acheter là où tu le souhaitais, puis d'annuler tes faux ordres de vente. Ah énorme, c'est vachement malin. C'est de la manipulation de marché. Les régulateurs se penchent sur le problème et la difficulté c'est de repérer ces fraudes dans toute la complexité que sont désormais les marchés financiers. Comment ça? Avec des centaines de milliers d'ordres toutes les secondes et des milliers de valeurs à surveiller, il y a une quantité titanesque d'informations à traiter. Les régulateurs ne sont tout simplement pas équipés pour ça. Dans le documentaire de Canal Les Nouveaux Loups de Wall Street, le directeur des enquêtes de l'autorité des marchés financiers explique que beaucoup de régulateurs travaillent encore avec Excel. Or Excel c'est 1 million de lignes. À l'échelle de la complexité des marchés, 1 million de lignes, à moins de savoir exactement ce que tu cherches, ils sont pas prêts d'y arriver. Si on récapitule, les traders haute fréquence sont utiles à partir du moment où ils se cantonnent à l'activité de market making. Mais pour eux, la tentation est grande d'aller essayer d'exploiter les failles d'un système qui domine complètement en termes de vitesse et de technologie. À ce moment-là, leur utilité devient très contestable. Est-ce que les traders haute fréquence financent l'économie réelle? Alors non, pas du tout. Les traders haute fréquence sont présents sur ce qu'on appelle le marché secondaire, donc le marché de l'occasion, pas sur le marché primaire. Mais attention, ce ne sont pas les seuls. De nombreux fonds d'investissement ne cherchent absolument pas à financer l'économie réelle. Les traders haute fréquence font simplement partie du lot. Ok, donc je pense que je comprends. Ils sont utiles d'un côté, mais inutiles de l'autre, voire même illégaux, et d'une manière générale, on n'arrive pas à mettre un chiffre sur leur utilité ou inutilité.
C'est exactement ça. Mais alors, j'ai une dernière question. Ça arrive jamais que les algos bug complètement? Tu soulèves le dernier point que je voulais aborder. Les marchés financiers sont clairement dominés par les algorithmes. Il faut bien se mettre en tête que au moins la moitié de ce qu'on appelle les marchés financiers sont aujourd'hui contrôlés par des machines. Et donc des bugs, il y en a tous les jours. On appelle ça des flash crash. En général, quand un algo perd la boule l'espace d'une microseconde, soit il reprend le contrôle l'instant d'après, soit les autres algorithmes le remettent dans le droit chemin. En général, le 6 mai 2010, en pleine crise grecque, ce jour-là il y avait des manifestations violentes à Athènes, les indices boursiers américains se sont mis à s'effondrer. Le Dow Jones a perdu près de 9% en 20 minutes. C'est beaucoup. Quand un indice perd entre 2 et 3% en une journée, je peux te dire que ça fait déjà du bruit. Alors 9% en 20 minutes, on a appelé cet événement le flash crash de 2010. Officiellement, les traders haute fréquence ne sont pas la cause de cette chute brutale. En revanche, ils sont responsables de son ampleur. Ok, alors c'est un chouïa plus flippant, mais sur ta courbe, on voit bien que ça remonte après, donc finalement, il n'y a pas mort d'homme. C'est vrai. En revanche, on peut se poser la question suivante. Le flash crash a eu lieu en milieu d'après-midi autour de 15h, heure de New York. Que se serait-il passé s'il avait eu lieu juste avant la fermeture des marchés américains? Et si les indices boursiers avaient effectivement clôturé en baisse de presque 10%? Les marchés asiatiques ouvrent à 20h, heure de New York, donc seulement 4 heures après la fermeture américaine. Ouais, mais tout le monde aurait vu que c'était un problème d'algo. Pas du tout. On a mis des mois avant de comprendre. Et encore, la version officielle est toujours contestée aujourd'hui. En plus, il est facile de spéculer sur le rôle des machines quand un indice perd 10% puis remonte. Mais s'il perd 10% et s'arrête là, qui peut dire que ce sont les machines qui ont bugué ou les hommes qui ont paniqué? S'il est impossible de savoir ce qui aurait pu se passer, les scénarios potentiels font froid dans le dos. Panique générale en Asie, puis en Europe et finalement aux États-Unis, tout ça en pleine crise grecque. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On est en train de prendre la direction de plus de régulation et clairement, les gendarmes des marchés doivent s'équiper. Que ce soit pour pouvoir attraper les traders haute fréquence qui fraudent ou pour pouvoir faire la différence entre un bug et une réelle panique des investisseurs. Évidemment, ça soulève des tas d'autres questions et notamment celui du financement. Qui va payer pour que les régulateurs soient plus efficaces? Ou encore, est-ce que les petits génies qui sortent des meilleures écoles d'ingénieurs préféreront aller travailler pour les traders haute fréquence ou pour les régulateurs? Merci d'avoir regardé la vidéo qui théoriquement clôture le chapitre des traders haute fréquence, en tout cas pour le moment. J'espère que ces épisodes vous ont plu, qui vous permettent d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe du côté des robots financiers. Alors, il y a toute une partie qui traite un peu plus d'intelligence artificielle que j'ai pas eu le temps d'évoquer ici, mais qui repose quand même moins sur la notion de vitesse, donc j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, le Captain Economics a fait un excellent article sur les traders haute fréquence que je vous conseille, que je mets donc dans la description de la vidéo. Sinon, pour le reste, c'est comme d'habitude. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et Portfoliance. S'il vous plaît, si la vidéo vous a plu, ce serait cool de la partager, voire même de mettre un pouce bleu. L'abonnement n'est évidemment pas obligatoire, mais il est grandement conseillé pour ne rater aucune de mes vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.